Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept qui, je l'avoue, me fascine pas mal en analyse technique, la fameuse divergence RSI. Hmm, C'est cette idée, presque un peu magique, de pouvoir anticiper un retournement de marché avant même qu'il ne se produise vraiment. c'est une promesse très alléchante, c'est vrai. Et pour creuser ça, on a pas mal de sources différentes. Oui, on a un peu de tout. Des articles de blog très pointus comme Luxalgo, TradingView, des guides pratiques de plateformes comme Pocket Option, et puis des analyses de fonds d'Investopédia ou Daily Forex. Sans oublier des approches plus systématiques, comme celles qu'on trouve chez Cryptornon. Notre objectif, ça va être de démystifier tout ça. On va commencer par la base. C'est quoi le RSI? C'est quoi une divergence? Et surtout, est-ce que c'est vraiment un signal si puissant? On va essayer de séparer le bon grain de livret. Mais qu'est-ce qu'il mesure exactement? Alors, le RSI, ou Relative Strength Index, ça a été créé dans les années 70 par J. Wells Wilder. C'est ce qu'on appelle un oscillateur de momentum. Momentum, c'est-à-dire la force du mouvement. Exactement. En termes simples, il ne regarde pas seulement le prix, mais la vitesse et la force des mouvements de ce prix. Le tout sur une échelle qui va de 0 à 100. C'est comme prendre le pouls du marché. D'accord. Et c'est de là que viennent les fameux niveaux 70 et 30. Au-dessus de 70, le marché est suracheté et sous 30, survendu. C'est bien ça? C'est l'interprétation la plus basique, oui. Suracheter, ça veut dire que la hausse a peut-être été un peu trop forte, et qu'une pause est probable. Et survendu, c'est l'inverse. Mais ce n'est pas tout. Non, et c'est ce que toutes nos sources, sans exception, martèlent. Se limiter à ça, c'est passer à côté du plus intéressant. La véritable puissance de l'outil, c'est dans la détection des divergences. D'accord, la divergence. Donc, c'est quand le prix et l'indicateur ne se synchronisent plus. C'est ça. Ils ne racontent plus la même histoire. Par exemple, le prix d'un actif fait un nouveau plus haut, mais le RSI, lui, n'y arrive pas. Il fait un sommet plus bas que le précédent. C'est l'exemple parfait. Et c'est un indice capital. Ça veut dire que même si le prix monte encore, l'enthousiasme, la conviction des acheteurs, elle s'essouffle. La dynamique faiblit. C'est une sorte d'alerte précoce. Exactement. Investopedia et TradingView utilisent cette expression. Un système d'alerte précoce. Ce n'est pas une sirène qui dit « vendez tout », mais plutôt un voyant orange qui s'allume sur le tableau de bord. Et ce voyant orange, il peut vouloir dire plusieurs choses. C'est là que ça devient intéressant, parce qu'il n'y a pas un seul type de divergence. Exactement. Il y a deux grandes familles qui disent des choses presque opposées. La plus connue, c'est la divergence régulière. Elle signale un retournement potentiel de la tendance. D'accord, alors, décomposant ça, la divergence régulière. Prenons un exemple haussier. Le marché est en baisse. Le prix fait un nouveau plus bas. La panique, quoi. Sauf que, si on regarde le RSI en même temps, il fait aussi un plus bas. Mais son plus bas à lui est plus haut que le précédent. Ah oui, Le prix dit « on s'effondre », mais le momentum, lui, il dit « attendez, la pression vendeuse est en train de s'épuiser ». le mouvement de baisse perd son souffle en quelque sorte. Et j'imagine que c'est la même logique à l'envers pour une hausse. Précisément, c'est la divergence régulière baissière. Le prix s'envole, nouveau sommet, euphorie générale, mais le RSI, lui, il plafonne, il fait un sommet plus bas. C'est le signe que le moteur de la hausse, il commence à tousser un peu. Attends, mais c'est là que ça devient un peu contre-intuitif. Parce qu'en lisant les sources de Stocks to Trade et investing.com, j'ai vu qu'il y avait une autre catégorie, la divergence cachée. Mhm. Et elle, si j'ai bien compris, elle ne signale pas un retournement, mais au contraire une continuation de la tendance. C'est un peu le piège, non? C'est un point absolument crucial. C'est ce qui fait la différence entre une analyse de surface et une analyse fine. La divergence cachée, c'est un signal pro-tendance. D'accord. Prenons une tendance haussière. Le prix fait une petite correction, un petit repli, il forme un creux qui est plus haut que le creux d'avant. C'est sain, c'est la définition d'une tendance haussière. Oui, logique. Mais si, pendant ce petit repli, le RSI, lui, il plonge et fait un creux plus bas que son précédent, eh bien ça, c'est une divergence cachée haussière. Et qu'est-ce que ça nous dit? L'interprétation est subtile. Ça veut dire que le repli a été assez fort pour nettoyer le momentum, mais pas assez pour casser la tendance de fond. C'est souvent vu comme une opportunité d'entrée juste avant que la tendance ne reparte de plus belle. C'est fascinant. Donc pour résumer, la divergence régulière dit « attention, la tendance s'épuise ». Et la cachée dit « cette pause est saine, la tendance va probablement reprendre C'est la clé. L'une cherche la fin d'un mouvement, l'autre cherche le meilleur moment pour y participer. ». D'accord, la théorie est claire. Mais en pratique, comment on s'en sert? Les sources insistent beaucoup là-dessus.
Ça commence par les réglages, j'imagine. La période de 14 par défaut sur le RSI, on y touche? Le 14 période, c'est le standard. C'est un bon point de départ. Ça offre un bon équilibre. Mais les sources expliquent qu'on peut l'ajuster. Un trader à très court terme, un scalper, pourrait descendre à 7 ou 9 pour avoir des signaux plus rapides. Avec le risque d'avoir plus de bruit, plus de fausses alertes, j'imagine. C'est exactement ça. C'est le compromis. À l'inverse, un swing trader, qui regarde les graphiques en journalier, pourrait passer sur du 21, voire du 25, pour filtrer ce bruit et ne voir que les grands mouvements. Mais au-delà des réglages, il y a un mot qui revient partout, dans toutes les sources. C'est le mot confirmation. C'est le point le plus important de toute notre discussion. Une divergence, c'est une hypothèse. Une alerte, ce n'est jamais un ordre de trading. Il faut attendre que le marché confirme. Toujours. Et cette confirmation, elle vient d'abord du prix lui-même. Il faut attendre une bougie, une figure particulière. Absolument. Disons qu'on a une belle divergence haussière. Le RSI remonte, le prix fait un dernier plus bas. On n'achète pas tout de suite, on attend la bougie suivante. Si cette bougie forme un marteau, un petit corps avec une longue mèche en bas, c'est une confirmation très forte. Ça veut dire que les acheteurs ont repris la main? Exactement. Cette mèche, elle raconte l'histoire. Les vendeurs ont poussé, mais les acheteurs ont repoussé encore plus fort. C'est le prix qui valide ce que le RSI suggérait. Et on peut ajouter d'autres confirmations. Le volume, par exemple, est souvent cité. C'est un excellent filtre. Reprenons la divergence baissière au sommet. Le prix monte, le RSI baisse. Si cette dernière montée des prix se fait avec des volumes qui diminuent, c'est un énorme signal de faiblesse. Ça veut dire que de moins en moins de gens y croient. Voilà, il y a de moins en moins de conviction. L'inverse est vrai pour une divergence haussière. Si le rebond est accompagné par une forte hausse des volumes, c'est bien meilleur signe. Certaines sources vont même plus loin en combinant les indicateurs. J'ai vu qu'ils associaient parfois la divergence avec le MACD. Oui, l'idée c'est d'utiliser le MACD comme un juge de paix en quelque sorte. On a une divergence RSI, on a une confirmation du prix, et on attend ensuite un croisement du MACD pour avoir une triple confirmation. On réduit le nombre de trades, mais on augmente la qualité. On augmente la probabilité de succès. C'est toute la logique. Ça me fait penser à cet article qui classait les divergences en classe A, B ou C. Une divergence de classe A, c'est celle qui est très claire, très nette, qui saute aux yeux. C'est une approche très pro. Ça force le trader à être sélectif et à n'agir que sur les configurations les plus évidentes. C'est un bon remède contre la tentation de voir des signaux un peu partout. Oui, parce qu'il y a des pièges. Luxalgo, notamment, insiste beaucoup sur les erreurs à ne pas commettre. Oui, et leur liste de 5 erreurs est un très bon résumé. La première, c'est la mauvaise lecture. Prendre un petit soubresaut du RSI pour une divergence majeure. La deuxième, c'est un classique. Ignorer les unités de temps supérieures. Ah oui, avoir un signal d'achat sur un graphique de 15 minutes alors que la tendance de fond sur le 4 heures est violemment baissière. C'est comme essayer de remonter une cascade à la nage. C'est une excellente image, oui. La troisième erreur, c'est de n'utiliser que le RSI, sans confirmation. La quatrième, c'est une mauvaise gestion du risque. Et la cinquième, c'est de trader des signaux faibles, les classes C, au lieu d'attendre une belle classe A. Parlons-en de cette gestion du risque. C'est central. Le premier point, c'est le stop-loss. Non négociable. Et plusieurs sources suggèrent d'utiliser l'indicateur ATR, l'Average True Range, pour le placer. Qui mesure la volatilité normale du marché, c'est ça? Précisément. L'idée, c'est de placer son stop à une distance qui le met à l'abri du bruit aléatoire, par exemple à 1,5 ou 2 fois la valeur de l'ATR de son point d'entrée. C'est un stop qui s'adapte au marché. Et ensuite, la taille de la position. Ne jamais risquer plus de 1 à 2% de son capital sur un seul trade. C'est la règle d'or. Et viser un ratio risque-rendement d'au moins 1 pour 2. Si je risque 50 €, c'est pour en gagner au moins 100. Sinon, sur le long terme, ce n'est pas viable. Et tout ça repose sur la discipline. Il y avait une étude citée par Luxalgo qui était assez parlante là-dessus. Oui, très. Elle montrait que les traders qui se concentrent uniquement sur les signaux de haute qualité, sur des unités de temps élevées, ont un taux de réussite autour de 65%. Et les autres? Ceux qui essaient de trader chaque petite divergence sur des graphiques à court terme, leur taux de réussite tombe à 35%. 65% contre 35%. La différence est énorme. Ça montre bien que moins, c'est souvent plus. C'est la prime à la patience et à la discipline. Bon, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, la divergence RSI, ce n'est clairement pas une boule de cristal. C'est un outil d'anticipation qui mesure un affaiblissement de la dynamique, rien de plus. C'est un jeu de probabilités. L'objectif, c'est de trouver les situations où les probabilités sont de notre côté. On pourrait même se faire une sorte de checklist, non? Très bonne idée.
Alors, premier point sur ma checklist, la qualité du signal. Est-ce que la divergence est claire, nette, une classe A? Si on doit plisser les yeux pour la voir, on passe. J'ajoute le deuxième point. Le contexte. Où est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est aligné avec la tendance de fond? Et est-ce que ça se forme sur une zone clé, un support, une résistance? Tellement plus puissant sur une zone clé. Et mon troisième point, ce serait bien sûr la confirmation. Est-ce que j'ai une confirmation du prix, une belle bougie et idéalement du volume? Parfait. Si on a ces trois éléments, signal clair, bon contexte et confirmation, là, on a une configuration à haute probabilité. Et c'est seulement là que l'outil devient vraiment puissant. En conclusion, c'est un complément d'analyse formidable. Ça donne un vrai avantage. Mais c'est exigeant. Ça demande un cadre, une méthode et une discipline de fer pour pas tomber dans les pièges. Ce n'est pas un raccourci magique. Et ça m'amène à une dernière réflexion en fait. Toutes ces sources, elles nous donnent des règles, des systèmes pour lire les graphiques, pour lire le marché. Mais le vrai défi finalement, ce n'est peut-être pas de lire le marché, c'est peut-être de se lire soi-même. Au-delà de la technique, la vraie question c'est est-ce que la discipline nécessaire pour attendre patiemment que toutes ces étoiles s'alignent, en ignorant toutes les fausses alertes? Est-ce que ce n'est pas ça la compétence la plus difficile à maîtriser?